Voyage en récit. Guillaume de Prémar. Et Geoffroy Scribe. Guillaume de Prémar, merci de me recevoir dans les locaux d'Ictus, ici à Paris. Vous êtes délégué général de Ictus, on pourra revenir sur ce qu'est Ictus. Vous avez été ancien président de la Manif pour tous. Vous êtes rédacteur en chef de la revue Permanence trimestrielle et, on peut le souligner, de Capital Social. Le magazine Capital Social, effectivement, c'est un magazine économique et social, fondé par Joseph Touvenel, le syndicaliste, notre célèbre syndicaliste catholique, donc figure de la CFTC dont il fut vice-président. Et pour Permanence, on peut dire donc que vous êtes un trimestriel, et le but est d'éclairer les grands défis politiques, sociaux, culturels et civilisationnels, notamment en France ou dans le monde. C'est fondé ici, et vous en êtes le rédacteur en chef. Alors le dernier numéro, celui dont nous allons parler, c'est le numéro 595. Le titre en est le suivant, l'islam et la France, avec 3 points en couverture. Le premier, les frères musulmans veulent faire de la France une terre d'islam, par Florence Bergeau-Blaclair. Puis, il faut garder le lien avec les populations musulmanes, avec le maire, M. Xavier Lemoine. Et puis vous, Guillaume de Prémar, qui écrivait l'article « La France face au revivalisme islamique ». Alors, on va entrer tout de suite en matière. On va prendre l'introduction de ce numéro 595 de Permanence. Vous revenez sur l'assassinat de l'enseignant Dominique Bernard, presque 3 ans jour pour jour après celui de Samuel Paty, et vous écrivez « L'exécutif parle beaucoup mais ne tire pas les leçons de l'expérience. Plus grave encore, nous disons que nous ne plierons jamais face au terrorisme islamiste, alors même que nous avons déjà beaucoup plié face à la progression de l'islam dans notre pays, ne serait-ce qu'en raison d'une politique migratoire inconséquente. » Et vous écrivez « Cependant, la France résiste mieux que d'autres pays européens à la progression des marqueurs identitaires de l'islam. » Oui. Alors, peut-être que pour ouvrir notre propos, je vais faire un bond de côté, Oui. ou même un bond dans le temps. Nous allons remonter à 1980. Alors, 1980, avec évidemment, on peut penser à cette date-là, à l'Iran, avec le départ du Shah. La révolution islamique, La- oui, qui est toute voilà. fraîche à cette époque, 78 ou 79. Nous allons 79. écouter ici un certain Jacques Ellul, Oui. au micro de Jacques Chancel. Ah d'accord. La foi implique toujours, à l'intérieur d'elle-même, une remise en question. Une remise en question, non pas de la vérité révélée, c'est pas ça le problème, mais une remise en question de soi, une remise en question de la façon dont j'ai compris, dont j'ai interprété, dont mon Église a compris et interprété. Je suis obligé de douter de ce que nous avons dit il y a 10 ans, et puis de ce que nous disons encore maintenant. Et ça, c'est la condition même pour que la foi soit vivante. Mais Jacques Ellul, comment entendez-vous les bruits aujourd'hui qui sont apportés par l'islam ? Parce qu'on parle des protestants, on parle des catholiques, on parle des juifs, mais là c'est un bruit. Oui, l'islam est très inquiétant parce que il peut répondre à un certain nombre de besoins purement religieux. Si l'islam, je dirais, redevient l'islam de ses prophètes et de ses mystiques, alors j'ai l'impression que le dialogue peut être extrêmement fructueux entre l'Occident et l'islam. Si l'islam devient une religion politique, c'est-à-dire si dans cet équilibre extrêmement fragile qu'il y a à l'intérieur de l'islam entre le djihad, n'est-ce pas, Le quoi, le djihad, c'est-à-dire la guerre sainte Très bien. dans l'islam, est un fait complexe. Nous ne voulons en voir qu'un aspect, c'est-à-dire la guerre contre l'infidèle. Or, le djihad, la guerre sainte, c'est la guerre contre soi, d'abord. N'est-ce pas ? Le musulman sérieux mène la guerre contre ses propres passions, contre ses propres tendances, etc. Alors, autrement dit, nous sommes en présence d'un monde spirituel qui a un impact sur le politique et l'extérieur, mais qui implique une vie intérieure extrêmement profonde. Alors, si l'islam bascule sur la conjugaison entre l'islam politique et la politique du monde moderne, ça peut être évidemment assez catastrophique. Guillaume de Prémar, comment ces propos de Jacques Ellul, en 1980, résonnent en vous ? La première chose qui est intéressante, c'est que quand Jacques Ellul dit le djihad, le journaliste ne comprend pas. Jacques Chancel ne sait pas ce que c'est. Jacques Chancel. Il ne sait pas ce qu'est le djihad. Oui. Aujourd'hui, sur 60 millions de Français, qui ne saurait pas ce que c'est ? En tout cas, tout le monde en a l'idée de la guerre contre l'infidèle. Voilà.
Chancel s'est dit, c'est quoi le djihad? On a l'impression qu'Ellul, il dit djihad comme si c'est un mot qui devait être employé, qui est employé à l'époque, peut-être, c'était peut-être le cas, par un spécialiste, par un érudit, par quelqu'un qui connaît très bien l'islam, etc. Aujourd'hui, bien sûr, aucun journaliste, ni personne d'ailleurs, sauf exception, ne dira qu'est-ce que ça veut dire djihad, de quoi parlez-vous? Donc on voit bien que les choses ont évolué et la perception même de ce qu'est le djihad par le plus grand nombre, est très éloigné de la conception du combat intérieur contre soi-même, qui est une forme de combat d'ascèse qu'on retrouve dans beaucoup de religions, y compris dans le christianisme, avec cette idée, je combats mes propres passions, et par une ascèse et par une démarche spirituelle de rapprochement avec Dieu, je combats mes démons intérieurs, en quelque sorte. Et là, cette acception du mot djihad qui existe dans certaines traditions ou écoles de l'islam n'est absolument pas aujourd'hui l'acception courante et commune, parce que ce qui est important dans l'islam, c'est, à mon avis, pas d'imaginer ce l'on rêverait qu'il soit, mais ce qu'il est réellement aujourd'hui. Donc, l'islam réel et l'islam réel aujourd'hui qui se déploie dans le monde n'est pas l'islam de l'ascèse et de l'intériorité, du djihad intérieur, mais est un islam de conquête, même si tout le monde musulman, le monde arabo-musulman, n'est pas orienté vers la conquête islamique. De nombreux gouvernements, si on parle de politique, de pays musulmans, combattent eux-mêmes l'islamisme. Mais l'islam qui est en vogue, on va dire, dans le peuple profond musulman, est un islam qui se rapproche du djihad de conquête, de l'islam de conquête, même si, bien sûr, tous les musulmans ne deviennent pas des soldats. Fort, Dieu merci, des soldats du djihad. Ceux qui deviennent des soldats, c'est toujours une minorité dans un groupe de toute façon. Mais ce qui compte, c'est le terreau sur lequel naît tout ça. Donc, j'ai l'impression que Jacques Ellul, 1980, commence à poser les données du problème. Et il dit, soit ça sera cet islam-là, soit ça sera l'autre. Donc l'islam inquiétant, l'islam politique, etc. Alors il y a deux façons de voir les choses. On peut débattre sans fin de ce qu'est le vrai islam en disant c'est l'islam intérieur et où c'est l'islam politique. Débattre autour des sources, autour du Coran, etc. C'est passionnant, très certainement. Mais finalement, ce n'est pas si important que ça, politiquement, pratiquement, de trancher ce qu'est le vrai islam. Ce qui est important, c'est de prendre connaissance du réel, de ce que l'islam montre de lui-même aujourd'hui. Et on est là au lendemain de la révolution islamique en Iran, donc dans un monde chiite. C'était 79, je crois, la révolution islamique en Iran, qui est un revivalisme religieux très puissant d'un peuple. C'est une réaction à la sécularisation d'un pays, l'Iran, avec une société très traditionnelle, des élites urbaines très développées, très fortes. Les Iraniens, les Perses sont des gens d'un niveau exceptionnel. Et c'est un pays très très élevé sur le plan culturel, civilisation très ancienne, avec un monde des villes très intellectuel. Il y a beaucoup d'élites. L'analphabétisme n'est pas très répandu en Iran. C'est vraiment un pays, c'est un pays important. Mais il y avait une fracture avec la société traditionnelle iranienne profonde. Et l'islamisme a prospéré sur, en fait, la sécularisation très forte du régime du Shah, qui était très lié aux États-Unis d'Amérique. Et on voyait dans Téhéran des affiches 4x3, un peu comme nos affiches Giraudy, avec des pubs, avec des trucs américains, avec des femmes en bikini, etc., etc. Et forcément, il y avait une sorte de distorsion entre la société iranienne profonde et ce que montrait l'Iran à l'époque. Et on voit bien qu'il y a cette notion de revivalisme. Le revivalisme, c'est un renouveau religieux, c'est quand une religion se renouvelle ou se redynamise et redevient très dynamique, alors qu'elle était peut-être en voie de sécularisation, autour de ses fondements. Un revivalisme, c'est on revient vraiment au texte, on revient aux fondations, etc. C'est rarement un progressisme, un revivalisme religieux. C'est un traditionnalisme plutôt. Et il y a eu un revivalisme religieux dans le monde chiite très puissant, qui a précédé le revivalisme le plus important aujourd'hui, qui est celui du monde sunnite, qui est l'immense majorité du monde musulman, qui aura lieu, on va dire, à partir de la fin des années 80, début des années 90, et dont le cœur sera l'islam wahhabite des Émirats, des pays du Golfe, notamment d'Arabie Saoudite. Et là, c'est un revivalisme religieux très fort qui va, en quelque sorte, réislamiser le monde musulman. Est-ce que c'est sur notamment ces points que vous voulez éclairer par la revue Permanence ?
Oui, parce que il nous semble que c'est une revue qui s'adresse en quelque sorte aux catholiques en action. Et des catholiques en action, ils peuvent l'être sur des terrains très différents. Sur le terrain social, sur le terrain culturel, sur le terrain politique ou sur d'autres. Et ce qui est important quand on traite un segment, si je puis dire, de ce qu'est le bien commun ou de la poursuite d'un bien commun, et qu'on est sur un segment, c'est aussi d'avoir une vision d'ensemble. C'est pour ça que Permanence cherche à éclairer les grands enjeux contemporains, ce qui, en quelque sorte, structure profondément ou en profondeur l'histoire. Et ce qui est décisif, notamment en matière de vision politique et historique, c'est la réalité, c'est-à-dire la perception du réel. Et je crois que sur cette question de l'islam, on arrive aujourd'hui à un moment où il est enfin possible de percevoir et surtout de dire le réel. C'est-à-dire, quand on me dit « ça n'est pas le vrai islam », j'ai tendance à répondre « peu importe ». Ce qui m'intéresse, c'est l'islam tel qu'il se déploie, tel qu'il se vit. Et la réislamisation du monde musulman, qui a été notamment expliquée par la philosophe algérienne Razika Adnani, qui a écrit des livres passionnants sur ce sujet, est un revivalisme, en fait, qui a touché à la fois les musulmans, le peuple musulman, la vox populi, on va dire, musulmane, dans les pays musulmans et arabo-musulmans. Indonésie, je sais pas trop, je connais pas assez. Je vais parler surtout du monde arabo-musulman, parce que c'est peut-être le plus grand. Je sais pas, l'Indonésie, c'est, je sais pas combien de musulmans, mais ça, je connais pas assez. Mais en tout cas, dans ces pays arabo-musulmans, un revivalisme incroyable qui a touché le peuple profond et qui s'est répandu dans ce qu'on peut appeler les diasporas musulmanes en Europe. Et j'ai beaucoup travaillé avec Razika Adnani, on l'avait déjà interviewée dans Permanence, on a travaillé avec elle sur un colloque au Bernardin sur la question des radicalités qu'on avait fait avec Antoine Arjakovski des Bernardins, il y avait Dominique Régnier, il y avait Ictus avait participé, il y avait notamment cette Razika Adnani avec laquelle on a beaucoup travaillé. Elle explique bien que quand on voit l'islamisme progresser en France, on va dire l'identitarisme musulman, le fait que des jeunes aujourd'hui, issus de l'immigration, trouvent leur identité dans l'islam. Et cette identité s'exprime à travers des marqueurs identitaires, donc des marqueurs extérieurs, vêtements, nourriture, etc. D'où tous ces débats sur le voile, sur le halal, etc. L'identité musulmane passe beaucoup par des marqueurs extérieurs, davantage que l'identité chrétienne, par exemple, parce qu'on a finalement assez peu de marqueurs extérieurs. Il n'y a pas de tenue chrétienne, il n'y a pas de nourriture chrétienne, il n'y a pas de... Et pour eux, ça passe par là. Eh bien, ce mouvement de réislamisation qui touche aujourd'hui la jeune génération musulmane, qui est vraiment, même s'ils sont pas forcément tous très pratiquants, hein, et elle touche énormément la jeunesse issue de l'immigration musulmane, le ramadan, etc. Eh bien, ce n'est pas pour des raisons internes, par exemple à la France, on va prendre la France, ce n'est pas parce qu'il y a un problème social en France que cet islam progresse. Puisque la raison est exogène. Hein, c'est exogène. Donc Razika Adnani dit, vous essayez d'expliquer vos problèmes des banlieues, pour faire dire rapidement les choses, les problèmes des banlieues, par des phénomènes sociaux, déclassement, chômage, manque d'accès à la culture, comme l'a fait Emmanuel Macron d'ailleurs dans sa conférence de presse mardi, il a mis en cause l'oisiveté, le fait de pas avoir d'activité, peu d'accès à la culture, des familles qui ne les emmènent pas à la plage, à la vacances à la mer, etc. Mais le diagnostic est erroné et la démonstration est faite que les raisons ne sont pas celles-là. Peut-être que ça accentue. En effet, mais la raison principale, c'est qu'il y a eu un travail très profond de l'islam wahhabite et des frères musulmans pour réislamiser le monde musulman dans le sens d'un revivalisme qu'on pourrait appeler islamiste. C'est ce que met en avant Florence Bergeau-Baclair. Exactement, c'est pour ça qu'on a interrogé Florence Bergeau-Baclair, parce que ce n'est pas une femme qui d'abord est là pour exprimer des opinions, même si elle a des opinions bien sûr, mais c'est une femme qui fait de la recherche. C'est-à-dire tout son travail sur les frères musulmans, et elle a écrit ce livre, Le frérisme et ses raisons, est fondé sur un travail de recherche, c'est-à-dire avec des méthodes de recherche académiques. Et elle a démontré la stratégie des frères musulmans, et elle explique comment les frères musulmans, aujourd'hui, jouent un rôle fondamental dans l'accomplissement d'un plan de conquête qui concerne nos pays occidentaux. C'est-à-dire que nous-mêmes, par exemple la France, c'est pour ça qu'on a fait ce dossier sur l'islam et la France. On voulait essayer de savoir ce que ça impliquait pour nous.
Le but de ce numéro, c'est pas de refaire une énième exégèse de l'islam. Non. Hein, Elle et c'est dire, pour nous, qu'est-ce que ça veut dire? Oui. D'ailleurs, c'est très clair, hein. C'est clairement écrit. Le mouvement de réislamisation, le risque de fragmentation, elle met en avant la victimisation, elle analyse en fait les différents aspects du problème. Elle parle des frères musulmans qui agissent avec non-violence pour récupérer la force de l'Occident. C'est comme ça qu'elle écrit. Elle dit « Cette réislamisation doit se faire doucement sans éveiller la crainte de la société d'accueil, par l'invitation et non par la violence, contre-productive dans une démocratie pacifiée. Il faut récupérer la force de l'Occident, sa puissance politique, technologique et militaire, repenser la modernité, la connaissance et l'architecture du savoir dans le cadre de l'islam. » On peut pas être plus clair. Oui. En fait, ils n'en ont pas contre la France. Ils veulent que la France soit musulmane. Donc c'est différent. Et en effet, il y a une stratégie de conquête culturelle et religieuse avant d'être une stratégie de conquête militaire. Ce dont parle Florence Bergeaud-Blackler, ce n'est pas de Daesh, Non. de l'État islamique, Non. et ce n'est pas du djihadiste qui a assassiné Samuel Paty, et du djihadiste, parce que c'est comme ça qu'il faut les appeler, qui a tué cet enseignant à Arras, Dominique Bernard, sans oublier tous les attentats sanglants qui nous ont touchés. C'est pas les frères musulmans qui organisent ces attentats. Eux, ils sont patients. Ils comptent sur le temps. Un frère musulman, il a tout son temps, explique Florence Bergeaud-Blackler. Et il compte bien sûr sur des effets de bascule démographique dans nos pays pour progresser. C'est des gens, ils essaient de faire des pas en avant. S'ils voient qu'une société résiste, ils peuvent faire un pas en arrière. Oui, c'est une stratégie assez souple. Mais un pas en avant n'a-t-il pas été fait il y a une dizaine de jours de cela, au Havre, avec cette étudiante qui a été agressée, déshabillée en pleine rue, au nom d'Allah? Oui, alors ça c'est... Parce qu'on a l'impression qu'on se situe dans un entre-deux, finalement. On fait un pas en avant, on en fait un demi en arrière. L'équation est difficile. Ce qui est difficile, c'est de faire la part des choses. C'est que si on parle du phénomène des banlieues, par exemple, ce qu'on appelle l'ensauvagement d'une partie de la jeunesse des banlieues, c'est plutôt à ça que fait référence, je crois, le drame du Havre, hein, cette question d'ensauvagement, c'est-à-dire des comportements de plus en plus sauvages dans la violence, etc., des escalades de violence. C'est une forme de violence. Après, il y a la violence directement djihadiste. Et après, il y a des stratégies de conquête, on va dire, douces. Donc, c'est des choses différentes. Mais elles ne sont pas forcément sans lien. Je me suis posé la question, est-ce qu'il y a un lien entre l'islam et les émeutes? Est-ce qu'il y a un lien entre l'islam et le drame de Crépol ou celui du Havre que vous évoquez, etc. C'est difficile de dire oui, il y a un lien, c'est pas au nom de l'islam, ça. Alors, non, il faut être très vigilant, justement. Dominique Bernard a été tué au nom de l'islam. Allahu Akbar. On le tue, c'est une forme de sacrifice rituel, religieux. C'est une violence religieuse, proprement dite. Là, l'ensauvagement, c'est une autre forme de violence. Mais il se trouve que c'est sur un terreau réislamisé. Donc, je pense pas que ces jeunes soient motivés par l'islam pour faire ça. Mais il y a tout un contexte d'ensemble. Il y a tout un contexte d'ensemble qui rend la société de plus en plus incandescente. Oui. Et à tout moment, il peut y avoir ce qu'on pourrait appeler un point de bascule où cette violence d'ensauvagement pourrait rejoindre autre chose. D'où les travaux, par exemple, on va passer à l'article sur Xavier Lemoine, le maire de Montfermeil. Quand on le lit, on se dit, voilà quelqu'un qui n'a pas peur de se retrousser les manches pour retrouver, d'ailleurs, et c'est ce qu'il dit, hein, il faut garder le lien avec les populations musulmanes qu'il a à gérer dans sa commune, quoi. Et quand on voit ce qu'il essaye de faire, son fameux triptyque, hein, faire connaître, faire respecter et faire aimer la France. Et donc derrière, il développe toute sa politique, notamment culturelle. Oui, il est maire depuis 2002. Donc ça fait plus de 20 ans qu'il est maire de Montfermeil, pour situer pour vos auditeurs de RCF, hein, donc dans l'Ouest, en Bretagne. Tout le monde ne connaît peut-être pas Montfermeil, c'est une commune de Seine-Saint-Denis, le fameux 93, le fameux 9-3, comme on dit. Et c'est une commune avec une mosaïque de communautés, une mosaïque ethno-religieuse, et où les musulmans sont en nombre très important. Il y a certains quartiers où dans les classes, dans les écoles, c'est 2/3 des élèves qui sont musulmans, en fait. Oui. Et Montfermeil fut l'une des villes phares des émeutes précédentes qui avaient eu lieu en 2005. Donc Montfermeil, c'est une banlieue chaude, comme on dit. Donc lui, il connaît très très bien les lieux. Et lui, il a une vision politique et culturelle qui est de garder le contact avec les populations musulmanes pour éviter une fracture irrémédiable. Donc il est très critique avec la dialectique zémourienne. Oui, alors... il y a Zemmour, il y a eux et il y a nous. C'est ça. Lui, il veut briser le eux et nous.
Mais c'est pas un doux rêveur non plus, Xavier Lemoine. Il sait très bien que c'est difficile, parce que pour beaucoup de musulmans, il y a eux et nous. Leur rapport à l'altérité se structure d'une manière assez basique. Mais il dit quand même qu'il existe ce qu'il appelle une majorité silencieuse, notamment des pères et des mères de famille qui aimeraient bien pouvoir avoir des enfants qui apprennent des bonnes choses à l'école, qui vivent pas dans la violence, qui vivent pas au milieu des points de vente de drogue, etc. Et que ces quartiers étant mis sous la coupe, d'une part, des trafiquants pour l'économie souterraine, et d'autre part, de plus en plus d'islamistes ou des barbus, pour utiliser une image un peu marquante, eh bien, ces populations sont dans un entre-deux. Elles aimeraient bien, en fait, aller vers la France. Parce qu'il y a encore des choses attirantes pour la France, dans notre civilisation, oui. Notamment les dimensions d'une certaine liberté intérieure, etc., avec un poids de la société, de la communauté, qui respecte le fait qu'il y ait une singularité des personnes. Oui. Et donc ça, c'est encore attirant, dit-il. Après, il y a trop de choses repoussantes. Ce qui est repoussant, c'est le wokisme, c'est toutes les lois sociétales, etc., qui nous font apparaître comme totalement décadents et donc méprisables. Oui. Et donc, pour lui, il y a une course contre la montre pour gagner ces populations. Tout simplement. Et il dit qu'il ne faut pas abandonner ce combat pour gagner ces populations-là. Il dit, en termes opérationnels, ma conviction est que l'on ne peut rien faire auprès d'une population tant que l'on ne lui a pas au préalable redonné dignité et fierté par la qualité de l'urbanisme, de l'architecture et de l'espace public. C'est très intéressant ça, parce que c'est vrai que quand on prend son vélo, par exemple, de la Bretagne à Paris, quand on passe la forêt de Rambouillet et qu'on arrive directement dans les cités, on se demande qu'est-ce qui a bien pu passer dans la tête des architectes qui ont bâti ces cités-là, en disant mais quelle est la perspective d'avenir où la nature, par exemple, est réduite au seul bosquet au coin de l'immeuble. Alors évidemment, il y a des enjeux technologiques, architecturaux, économiques derrière, mais c'est vrai que ça fait écho à ce qu'il dit. Oui, parce qu'on voit bien le résultat de cette politique d'urbanisme, il est désastreux. Mais je pense qu'il y a une chose importante à ce sujet, le sujet de ces fameuses banlieues. Il faut revenir en arrière avec le besoin énorme de logements qu'il y avait en France, dans les 30 Glorieuses. Et une population immigrée qu'on accueillait pour travailler dans l'automobile et ailleurs, donc chez Citroën à Aulnay, chez Peugeot à Poissy, chez Renault à Flins, pour la région parisienne, et puis un peu partout dans l'industrie. Donc il fallait loger des gens. Les architectes, les urbanistes qui ont conçu ce qu'on appelle ces grands ensembles n'avaient aucune mauvaise intention. Ah non. C'était des doux rêveurs. Oui. Ils ont pensé faire ce qu'ils ont appelé des cités radieuses. Il y en a une qui, je sais plus où, qui s'appelait la cité radieuse. Oui. Et je me suis rendu compte de ça en revisionnant des images de l'INA, l'Institut National de l'Audiovisuel, qui faisait des reportages sur la construction de ces grands ensembles. Oui. Et donc, quand on dit couramment, on a fait venir des immigrés qu'on a parqués dans des ghettos et des cages à lapins, c'est faux. Historiquement, c'est faux. Puisque c'était supposé être la pointe de l'urbanisme. C'est-à-dire qu'il devait y avoir tout accès sur place. Donc il y avait ces grands ensembles. Il y avait l'espace central qu'on appelle la dalle. Et d'ailleurs, c'est rentré dans on se retrouve sur la dalle. Hein. Et là, il y avait les commerces, il y avait la crèche, il y avait tout. Et c'était le lieu de rencontre et de vivre ensemble. Il faut savoir que dans ces grands ensembles, il y avait, au départ, une mixité sociale, religieuse, ethnique. Il n'y avait pas uniquement des immigrés. Il y avait aussi des Français de souche. Il y avait des classes populaires françaises ouvrières. Hein. C'était les parents des fameux loupards là que chante le Renault. Hein, avec j'étais sur ma mobilette, etc. Les fameux blousons noirs et compagnie. Ils ont totalement disparu d'ailleurs les blousons noirs. Il y avait ces familles ouvrières. Il y avait des familles de classe moyenne aussi françaises, ou d'origine étrangère mais intégrée, c'est-à-dire des Oleksiak, des Alessandrini, donc etc., des Italiens, Polonais et compagnie, qui eux sont intégrés assez vite. Après avoir vécu, c'est vrai, un certain phénomène de rejet. Dès que l'étranger arrive, il y a toujours un réflexe de rejet, mais quand les choses se passent bien, en fait, le rejet tombe de lui-même. Au bout de quelques années, ou une génération passe et ça va mieux. Et il y avait effectivement ces immigrés, travailleurs immigrés. Donc ça vivait ensemble. Mais c'est petit à petit qu'il y a eu un exode en fait des classes moyennes, commencé par les classes moyennes, puis les classes populaires quand elles ont pu partir, françaises, et il n'est plus resté que quasiment uniquement les familles d'immigrés. Mais c'était vraiment supposé être des cités radieuses faites pour le vivre ensemble. Le Parti communiste avait beaucoup la main sur les choses en termes culturels,
Donc il y avait les maisons des jeunes, puisque De Gaulle avait, à la Libération, il a en quelque sorte sous-traité au Parti communiste certaines questions culturelles. C'était partie du modus vivendi qui nous évitait la guerre civile après la Libération, etc. Il y avait les éducateurs, l'éducation populaire, ce qu'on appelait l'éducation populaire. Et énormément d'éducateurs populaires, communistes, mais qui voulaient vraiment faire du bon travail, sont venus. Mais tout ça n'a pas tenu, en partie à cause des différences de mode de vie, et c'est devenu encore plus prégnant quand il y a eu le phénomène de réislamisation. Oui. En fait, différence de mode de vie et de culture, et après réidentitarisation islamique. Et là, ça devient très difficile pour quelqu'un qui n'est pas musulman de vivre en milieu musulman dans ce cadre. C'est pour ça que sauf à devenir musulman. Le travail qu'effectue ce maire Xavier Lemoine se fonde sur la culture. Il dit « Après les émeutes de 2005, c'est par la culture que nous avons réconcilié Montfermeil avec la France. Par exemple, nous avons instauré un défilé de mode en 2 temps. Chaque communauté défile d'abord en costume traditionnel, puis avec des créations originales, suivant un thème donné par la ville et relié à notre culture française. » C'est incroyable de voir ça. Quel travail et quel... Et il y a du résultat. Xavier Lemoine ne dit pas qu'il va y arriver in fine. Non, mais il est quand même pas. maire depuis plus de 20 ans. Mais Ça, il est c'est maire déjà depuis un plus de résultat. 20 ans et il voit les progrès qui sont faits. Oui. Montfermeil était à la pointe des émeutes de 2005. Montfermeil n'était pas à la pointe des dernières émeutes, Oui. celle de 2023. Oui. Il y a eu 40 émeutiers à Montfermeil, ce qui est assez peu. Il y a eu des voitures brûlées, etc., dont il estime que les 2/3 venaient d'autres cités, Oui. d'autres lieux, etc. Donc ça porte des fruits. Mais c'est un homme comme ça qui devrait être ministre de la ville, comme on dit. C'est pas Bernard Tapie qui l'aurait dû nommer à l'époque Mitterrand, ou c'est pas Borloo qui l'aurait dû demander un plan Borloo sur l'intégration. C'est à quelqu'un comme Xavier Lemoine. Mais Xavier Lemoine, il dit qu'il faut faire connaître, respecter, connaître et aimer la culture française. Oui. Donc il dit que ça n'est possible que si nous avons une identité forte, respectueuse de ce qui vient de leurs propres identités. C'est pas un assimilationniste complet, Xavier Lemoine. Zemmour est en quelque sorte un assimilationniste intégral. Il faut s'assimiler absolument, intégralement. Je pense qu'il projette son expérience personnelle au plan politique. C'est-à-dire que lui, comme sa famille s'est asquée, donc une famille de juifs berbères, immigrés, donc venus d'Algérie, je crois, s'est assimilé totalement. C'est-à-dire qu'il n'y a plus rien de berbère, plus rien de juif, plus rien de, etc. Eh ben, il pense que tout le monde doit faire ça. Or, l'assimilation est nécessaire pour vivre ensemble, mais il faut un certain degré d'assimilation. Et Xavier Lemoine prône quand même l'assimilation et un certain degré d'assimilation. Et cette question d'assimilation, elle est assez décisive, elle est discutée dans le catholicisme. Le pape François, à Marseille, mais aussi à d'autres moments, a fait une critique de l'assimilation. Mais comme si l'assimilation était quelque chose d'intégral, justement, où on oublie, où on renie tout ce qui a fait notre famille, notre culture, etc. Il s'agit pas de ça. Mais un Portugais, aujourd'hui, d'origine, qui a 12 ans, qui met un drapeau portugais pendant la Coupe du Monde à sa fenêtre, qui soutient l'équipe du Portugal, eh bien, il est assimilé déjà à la France. C'est pas parce que on continue à avoir des plats portugais à soutenir l'équipe de Cristiano Ronaldo à la Coupe du Monde et qu'on garde un attachement pour le pays, de la famille là-bas, qu'on y va, qu'on se construit éventuellement une maison là-bas, qu'on n'est pas assimilé à la France. Il n'y a pas de difficulté, vous voyez. Donc l'assimilation, c'est un certain degré d'assimilation, à mon avis, que prône Xavier Lemoine, mais son discours est de dire ne renonçons pas à l'assimilation et ne diabolisons pas l'assimilation. Et il est très honnête, il est très franc, et en même temps on a plein d'espérance, on finira peut-être là-dessus pour finir cette émission, mais je relis la conclusion, sa conclusion. En relisant le testament de Saint-Rémy et ce que de nombreux mystiques et papes ont dit de la France, il ressort que si notre pays demeure fidèle à sa vocation, il rayonnera. Autrement, il sera durement châtié. La vocation de la France est d'être, entre guillemets, éducatrice des peuples. Or, durant la colonisation, avons-nous été fidèles à cette mission évangélisatrice et éducatrice des peuples ? Point d'interrogation. Désormais, après nous être rendus à travers le monde pendant la colonisation, c'est le monde qui vient chez nous. Quand bien même tout cela devrait finir en guerre civile, ce que je n'exclus pas, je pourrais m'y engager uniquement si j'ai la certitude que j'ai tout tenté pour l'éviter. Pour l'instant, la France n'est pas digne de sa vocation, et j'essaye d'en prendre le contre-pied à mon modeste niveau de maire. Je suis certain que ce qui est semé germera de la manière que la Providence souhaitera. C'est pourquoi je donne tout pour effectuer ce travail correctement, et je le ferai de même s'il faut finalement se battre. Donc il est les manches retroussées
pour œuvrer pour l'espérance. Et là, Clairement. on voit bien qu'on n'a pas affaire à un naïf. Hein. Non. S'il faut se battre, Oui, il n'exclut pas. et ce que je Mais n'exclus pas, etc. il ne le fera que s'il a tout tenté avant. Exactement. Et il va à l'encontre du discours, de toute façon c'est foutu, Oui. il y aura la guerre Tout à civile, préparons-nous à la guerre civile. Il nous redonne Lui il dit, non, du boulot il et est une encore espérance. temps, il est encore temps. Voilà. Une fois je vais vous faire une confidence, ce que je le connais bien, c'est un moine soldat en quelque sorte, hein. C'est un homme qui paye de sa personne, sa famille elle-même, vivant à Montfermeil, ils ont vécu des choses invraisemblables, des menaces, la maison incendiée, enfin c'est très très éprouvant, très 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 éprouvant. C'est un homme d'une ténacité incroyable et d'une bonté et de bienveillance, et ça les gens de Montfermeil le savent. Mais un jour je lui ai dit mais Xavier, t'es sûr qu'il a encore temps? Il m'a dit, il faut partir du principe qu'il est encore temps. En fait, on ne peut pas savoir s'il est encore temps. Peut-être peut-être que tu as raison, c'est trop tard. Ça rejoint Mais le mot de peut-être- Jean-Paul II, n'ayez pas Ouais. peur. N'ayez pas Et peur de peut-être que- prendre, et peut-être justement, que de non, en considérer fait. qu'il a encore temps. Peut-être et donc faisons comme si il était encore temps. Et là, il y a une attitude authentiquement chrétienne. C'est un chrétien, hein. C'est un catholique, Xavier Lemoine. Et là, c'est ça, je pense, l'attitude chrétienne. Et pour moi, c'est un modèle, pour moi, Xavier Lemoine. Lucidité, réalisme, action, Action. terrain, espérance, mais un réalisme. C'est-à-dire que on est sur des questions où on est chrétien. Donc on a des références qui sont celles de l'évangile. On peut dire Matthieu 25, j'étais un étranger, vous m'avez accueilli. C'est là-dessus qu'on sera jugé d'ailleurs. Oui. Un étranger, j'étais malade, vous m'avez vu, etc., etc. C'est même la matière du jugement. Donc c'est bien sûr que Matthieu 25, c'est décisif en fait. C'est pour notre âme, même pour le salut. Donc c'est à prendre au sérieux. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on fait pas une politique avec Matthieu 25. Vous voyez ce que je veux dire? Faire une politique avec Matthieu 25, c'est comme si on voulait faire une politique avec des versets du Coran. Moi, c'est ma thèse. C'est une forme de littéralisme. Bah, on revient au propos de Jacques Ellul. Voilà. Dire, le catholicisme, il n'y a pas de charia catholique. On peut dire, ah non, mais sur l'immigration, de toute façon, il faut accepter tout, il faut accueillir largement parce que Matthieu 25, parce que c'est la morale chrétienne qu'il veut, etc. C'est une manière de faire une religion politique, presque. Oui. Enfin, c'est mon avis, hein. Et il y a une tendance dans le catholicisme aujourd'hui à ça. Et Matthieu 25, pour moi, c'est le sommet de l'évangile. Donc la référence à l'évangile, elle me parle, bien sûr. Oui. Pour moi, il y a Matthieu 25, il y a les béatitudes, etc. Bien sûr, c'est le sommet du christianisme, en fait, tout ça, si on y réfléchit bien. C'est décisif pour l'âme, mais la politique, c'est-à-dire pas que ça ne doit pas ignorer Matthieu 25, mais ne peut pas se faire à partir de Matthieu 25, mais à partir des réalités. C'est ce que fait Xavier Lemoine. Xavier Lemoine, il n'y a aucun discours de haine ou de rejet, au contraire. Non, on le lit bien clairement Il dans donne cet de article. sa personne. Oui. Le gars, il donne de sa personne parce qu'il aime. Et ben nous finirons sur cet amour, justement. Merci beaucoup, Geoffroy. À bientôt, Guillaume de Prémard. À bientôt, merci de m'avoir reçu.